Radio J, El Mundo Muestro. El Mundo Muestro, une émission très spéciale aujourd'hui, un hommage à une très grande figure du judéo-espagnol à Paris qui vient de nous quitter. Je cite Enrico Issaco. Pour nous en parler, Jean-Philippe Lustig est avec nous dans le studio de Radio J. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Lise. Et Bella est en ligne avec nous en direct de l'ombre du jardin du Luxembourg. Bella, bonjour, venida buena. Oh, venida buena, mais quel stress, ma pauvre fille. Oui, c'est pas grave, tout va bien. Avec vous, enfin bon. Tout va avec bien. La chaleur, les transports, bref. Bon, tout va bien, Désolée, Bella. Vraiment. Tout va bien, Bella, tout va bien. Alors, donc, Enrico Issaco était l'ami de Bella depuis plus de 30 ans. Il nous a quittés le 26 avril dernier et donc, comme je l'ai dit, une grande figure de la culture judéo-espagnole. Alors, Jean-Philippe, on va peut-être donner la parole à Bella. En quelques mots, Bella, qui était Enrico Issaco ? Alors, d'abord, c'était un ami extraordinaire. Pour moi, c'est un vide terrible. D'ailleurs, j'embrasse toute sa famille qui doit nous écouter. Voilà, il était né à Moscou en 1932. Il avait des parents séfarades d'origine bulgare. Et la seule langue qu'il parlait chez eux, c'était le judéo-espagnol. Oui. Il a eu quand même une enfance assez chaotique. D'abord, il est parti en Italie quand il avait 9 ans. Il est parti ensuite en Angleterre. Ses parents se sont très vite séparés et il se battait pour avoir la garde du pauvre Enrico. Alors, il était ballotté toujours entre les deux parce que ses parents l'adoraient, hein, c'est pas un problème. Ben justement. Mais donc, voilà, donc c'était un peu chaotique, mais il a donc été élevé tantôt par son père, tantôt par sa mère. Il a fait des études assez spéciales en Angleterre, dans une école très très novatrice à l'époque, qui était en avance. Ils avaient le matin des études, l'après-midi le sport. Enfin, c'était quand même formidable. C'était un homme heureux, mais il était passionné par la photographie. Donc, quand il revient en France, il fait des études secondaires et... Il revient quand, Bella, il revient quand en France après la guerre ? Il revient absolument, puisque à partir de 1949, il devient déjà photographe professionnel. D'accord. Et lors de son service militaire, il est incorporé au service cinématographique des armées, en qualité de réalisateur, et c'est là qu'il découvre sa passion pour le cinéma. Magnifique. Donc, en fait, il a passé la guerre en Angleterre. Ben oui, d'ailleurs, il a dit, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, il a été protégé, oui. Il a eu beaucoup de chance. Il est parti d'abord de France en Italie, alors qu'il y avait des rafles également lorsque l'Italie a été envahie, mais ils sont passés au-dessus. Et comme il dit, j'ai quand même eu de la chance entre l'enfance et mon adolescence, puisque j'ai quand même pu passer au travers. Bien sûr, voilà. C'est une grande chance. Et en fait, il a eu à cœur, Jean-Philippe, toute sa vie de transmettre ce patrimoine qu'on lui avait légué. C'est ça qui est intéressant, et Bella pourra confirmer, n'est-ce pas, chère maman? Mais c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que Enrico, il a vraiment eu le lien, mais sur le tard. C'est-à-dire que finalement, cette culture judéo-espagnole qui était ancrée en lui n'apparaît et revient à la lumière qu'à partir des années 80. Donc, il a la cinquantaine. Oui, pourquoi? Parce que, oui, alors, chose très curieuse, justement, la langue judéo-espagnole, c'était la seule langue dont ses parents parlaient, parce que sa maman ne comprenait pas très bien le bulgare, son père parlait russe, enfin, c'était compliqué. Mais c'est vrai que c'est à partir des années 80-90 qui se consacre à la collecte et à la préservation de documents relatifs aux communautés judéo-espagnoles issus de l'expulsion d'Espagne en 1492. Et à partir de là, il constitue une immense photothèque avec des milliers de photographies, des cartes postales, anciennes, archives, des témoins. Et il décide
moi, je le rencontre un petit peu pendant cette période, en 1992-93, et il décide de recueillir tous les témoignages des personnes qui parlent encore avec le judéo-espagnol et qui ont un accent authentique. Ah oui, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment la langue ancrée en eux. Ce n'est pas une langue apprise, c'est une langue authentique comme on la parlait chez eux. Alors c'était évidemment il y a 30 ans, il y avait encore plein de locuteurs de la langue. Et voilà, et donc c'est un travail, Bella, que tu as réalisé avec lui. Voilà, on a fait plus de 30 interviews qui sont réalisées. Parmi celles, nous avons Yitzhak Navon, l'ancien président d'Israël, Annette Kabeli, qui était une survivante de la Shoah à Nice, Sarota Amado à Paris, Dolly Benozio, que tu as dû connaître, puisque c'est celle qu'on avait créée à Kiestamos, oui. Le grand rabbin Moïse Lévy, qui était un rescapé de l'île de Rhodes et que nous avons contacté à Bruxelles. Enfin voilà, donc je veux dire, toutes 30 interviews. Et comment est-ce que ça se passait? Alors justement, donc combien de temps vous avez mis à réaliser ces interviews et où est-ce qu'on peut les entendre aujourd'hui ou les regarder? Alors, on peut les entendre à l'Alliance israélite universelle parce que il a transmis tout le fichier, au musée d'art et d'histoire du judaïsme, auprès de la Fondation Salki, à l'université de Bar-Ilan en Israël. Et vraiment, le matériel visuel est disponible sous forme de DVD ou de fichier MP4. Génial. Alors comment est-ce que nous procédions? Ça peut être intéressant. Oui. Alors, on avait la liste des gens. Et la première des choses, Enrico, d'ailleurs, on avait quand même un point commun puisque nous faisions le même métier. Hein. Pas oublier que lui, il était directeur de production. Et toi aussi. Moi également. Oui. Donc, alors, on prenait une liste de gens qui nous intéressaient et je prenais les rendez-vous, que ce soit en Turquie, que ce soit en Israël, à Bruxelles, et je posais la question à la personne que nous voulions contacter, en lui demandant si elle voulait bien être interviewée sur son passé et si elle possédait des documents, des photos et archives que Enrico aimerait donc transmettre. Alors à ce moment-là, on prenait rendez-vous, on partait, tantôt en Belgique, tantôt peu importe, le pays. Et là, il venait avec sa caméra, il était très très bien équipé. Moi, je posais les questions en judéo-espagnol à ces personnes et lui, il enregistrait la totalité. Magnifique. Voilà. Alors Jean-Philippe veut intervenir. Oui, parce que pour compléter ce que dit Bella, ce qui est intéressant, c'est la complémentarité. C'est-à-dire que n'oublions pas, il a une formation, il a fait les écoles de cinéma, donc il est opérateur. Ah donc il a le sens. Il sortait de l'IDEC, la grande école du cinéma. Oui. Donc il a le sens de l'image. Et derrière, donc c'est une petite équipe de prod, on dirait aujourd'hui en employant les termes modernes. Oui, c'est vrai. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils partent à deux. Et comme ça, ils vont faire 30 interviews dans des conditions assez rocambolesques à chaque fois. Et donc, ce contenu qui est produit est de qualité. Il est professionnel, il amène sa touche, lui, de spécialiste de l'image et en même temps du son. Maman, elle amène, je veux dire, la maîtrise de sa langue et la relation qu'elle a avec ses interlocuteurs. Et c'est comme ça qu'ils produisent ce contenu qui va faire date parce que au-delà des vidéos, et on insiste bien, il y a les photos, il y a des archives, il y a des documents incroyables. Il a compilé une photothèque dingue, c'est-à-dire que c'est assez colossal ce qu'il a réussi à récupérer en combien de temps finalement? En 20 ans, 30 ans, tous ces témoignages qui avaient disparu et de cette communauté. Il y a encore quelques années, on continuait absolument. Il me disait, écoute Bella, si tu connais quelqu'un qui veut bien que j'interviewe, on le fait. Mais alors justement, est-ce qu'il n'y aurait pas, je sais pas, je lance un pavé dans la mare, matière à faire une expo pour rappeler toute cette mémoire? C'est-à-dire que moi j'ai eu beaucoup de mal parce que une chose assez curieuse, comme vous le savez, malheureusement alors, quand il est décédé, il n'y avait aucune association juive présente. La seule personne c'était moi qui savait. Parce qu'on n'était pas au courant en fait. Bien sûr, la famille ne voulait pas encore en parler. Voilà, on est d'accord. Alors, pour faire cette émission, j'ai demandé à ses enfants, évidemment. Bien vous sûr. avez un tas de documents. Alors, ils ont
Ils ont parcouru son ordinateur et ils ont trouvé un fichier colossal de 3 gigas qu'ils m'ont envoyé. Mais évidemment, tout cela, il faudrait le numériser pour que ce soit visualisé, quoi. Ouais, mais Donc, Bella, effectivement. Oui. ouais, mais Bella, par rapport à la question liste, intéressant, parce que le fait est qu'il y a une matière dingue. Oui. Mais ça Oui, nécessite oui, après absolument. un travail énorme, Ben oui, mais on bien peut sûr. envisager. Cela dit, il y a beaucoup d'archives qui sont aussi éparpillées. Oui. Parce qu'on parlait Exactement, oui, du parce musée d'art que juif, on tout à parle fait. aussi de l'Alliance. Oui, de l'AIU. Voilà, Ouais. donc, mais pourquoi pas voilà, pour célébrer, il est né en 32, je ne sais pas Non, si on et trouve puis une date pour la anniversaire, mémoire mais pour la mémoire, bien sûr. collective, pour que les jeunes générations savent encore et toujours ce qu'était cette belle culture judéo-espagnole que on met à l'honneur avec toi, Jean-Philippe, avec Bella. Alors, justement, donc, un vrai travail de mémoire. Bella, tu peux nous dire un petit mot sur l'interview d'Yitzhak Navon, ancien président de l'État d'Israël? Entre 78 et 83. Oui. Il était le 5e président de l'histoire de l'État d'Israël. Oui. Bah oui, mais ça c'était absolument passionnant parce que il était déjà en Israël depuis très longtemps. Quand on dit la terre d'Israël, elle a appartenu à tous nos grands rabbins il y a bien longtemps. Il était extrêmement sympathique, très souriant et il parlait un judéo-espagnol. Ah, una maravilloso. Ah oui. Il était extrêmement sympathique, très ouvert et surtout très 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 heureux de cette démarche parce qu'il dit finalement c'est la première fois que je parle vraiment, que je fais une interview complète en judéo-espagnol. Il n'en revenait pas de lui-même. Ah, c'est génial. Et ses descendants venaient d'Espagne, à Navon. Mais bien Ah ouais. sûr. Exactement. Bah ça, exactement. c'est une interview qu'il faudrait reprendre, Ouais, c'est vrai, t'as raison. sous-titrée en Alors moi français. j'ai vérifié, mais bon, c'est vrai, c'est un travail. Alors j'ai demandé quand même. Alors je voulais qu'un des enfants vienne, mais malheureusement, chose assez paradoxale, il n'a rien transmis à ses enfants. Ah oui. Alors, Bah, il ça, c'est était quand même- peut-être beaucoup dans la politique aussi, et il n'avait pas forcément le temps. Mais peut-être que... C'est-à-dire que, attends, ses enfants n'étaient pas issus d'une mère juive, déjà. Ah d'accord, ça c'est Donc- autre chose, oui. Donc, il n'avait pas eu cette transmission. En plus, sa maman, enfin son père aussi, il est mort à Madrid. Mhm. Il était petit. Par contre, son père, Vittorio Ejaco, c'était un ingénieur aéronautique. Il avait obtenu un contrat pour construire un hélicoptère où, pour la première fois, apparaît un Magen David. Et ça, Enrico en était très très fier. Bah, il y Voilà. a de quoi, il y a de Bah, quoi. voilà. Mais il y a toujours eu Alors, chez Jean-Philippe. Enrico une forme de pudeur, de Oui. gêne par rapport à tout Oui, cela. Donc oui, après, c'est vrai, tout à fait. et c'est pour ça que finalement peut-être que ses enfants n'ont pas transmis par rapport à Ah non, mais cette j'ai cru que éducation. vous parliez mais- de Navon. En Ah, fait, pardon, voilà. c'est Enrico qui n'a pas transmis. Oui, absolument. Ah d'accord, Ah, oui, oui. excusez-moi. Voilà. Mais comme on parlait d'Yitzhak Navon, on ne comprenait Oui, pas. on a un petit peu dévié. Voilà, Mais bon, Non, mais exactement. c'est bien Bella. le papa d'Enrico qui a été ingénieur, pilote, spécialiste d'hélicoptère avec ce Magen David. Avec Et le pas Magen. Navon, qu'il n'y ait pas de confusion Voilà, pour les d'accord. auditeurs. Voilà, Quant à Yitzhak Navon, Eh ouais. bien sûr, il a transmis. C'est une autre histoire. Alors, justement, moi, ce que j'espère, c'est qu'un jour, tous ces fichiers, toutes ces interviews, tous ces documents pourront être consultés facilement. Jean-Philippe, toi-même, tu as eu une expérience très positive avec Enrico Isacco. Raconte-nous. Oui, parce que l'histoire. J'ai pas dit, attends, je m'excuse, je n'ai pas dit que tu étais journaliste spécialisé dans le sport, mais pour moi c'est d'une telle évidence parce que souvent Pas de tu as souci, été ouais. et tu es avec nous à Radio J, mais voilà. On reprend. Oui, non, je t'en prie, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On est en 2011 et il y a un film qui s'appelle Berlin 36, Oui. qui est un document, qui n'est pas un documentaire, qui est une fiction allemande produite par des Allemands avec des comédiens allemands et qui relate l'histoire de Gretel Bergmann-Lambert, juive allemande, d'une famille bourgeoise allemande de Loppheim, Oui. qui est la meilleure sauteuse en hauteur sous l'ère nazie, 35-36. Ah, et, waouh. et d'ailleurs, son record tiendra plus de 25 ans. Parce qu'elle est juive, elle est évincée de l'équipe aux Jeux Olympiques de Berlin 36, avec les fameux lois.
Il y a tout un contexte. Loi raciale. Voilà. Oui. Et pourquoi je fais cet aparté? Parce que à la suite de ce film que je découvre, il y a le témoignage de Gretel Bergman et que je souhaite rencontrer. Et 50 ans après une enquête, je vais à New York et je rencontre Gretel Bergman-Lambert, qui a 98 Incroyable. ans. Et je recueille un témoignage que je suis allé tourner à New York, dans le Queens où elle habitait. Elle m'accueille chez elle, elle me raconte sa vie, sa carrière, quelque chose de dingue. Et donc je décide de faire ce film-là qui va s'appeler après Jeux Olympiques Berlin, La Grande Illusion, Berlin 36, La Grande Illusion. Et je Et raconte ce cela. film, on peut le voir où? Il a été diffusé sur France 5 en Oui. 2015, mais ce film-là, la genèse, Enrico m'a accompagné. Avec son œil justement d'opérateur et de réalisateur et de producteur, il va aller à l'Opheim, il va aller sur les traces, il va écrire un premier script du film. Finalement, on va pas le retenir et puis il quittera l'aventure pour différentes raisons. Mais il a été au début de cette histoire, de ce film-là, de cette production, et j'ai découvert comment il travaillait sur son ordinateur, comment lui faisait le montage. Il était vachement fort. Il était très évolué. C'est assez C'est étonnant. incroyable. Polyglotte, hein, on a bien insisté parce qu'il maîtrisait l'anglais comme le français, l'italien. C'est impressionnant. C'était quelqu'un de très cultivé. Et donc, on a eu cette expérience de travailler ensemble. Voilà, sur la réflexion, comment on pouvait traiter ce sujet, cette histoire incroyable de cette athlète juive allemande qui témoignait après. Et donc, j'en ai fait un film. D'ailleurs, dans le film, je remercie Enrico de m'avoir accompagné dans cette aventure Bien filmique, sûr. en quelque sorte. Voilà. Et quelle langue tu parlais avec Gretel? Anglais. Anglais, Elle parlait d'accord. parfaitement anglais parce qu'elle a émigré aux États-Unis en 39 et elle avait un accent allemand. Elle continuait, elle était mariée au docteur Lambert, donc elle s'appelle Gretel Bergman. Son papa était un industriel dans la ville de L'Opheim et les images qu'a tournées dans cette ville, d'ailleurs, qui a inauguré un stade au nom de Gretel Bergman, c'est Enrico qui était parti tourner ces images-là à la rencontre et qui m'a donné du contenu assez incroyable que d'ailleurs je pourrais réutiliser pour une nouvelle version et cette fois, parce que le film de Berlin 36 racontait tout un contexte et n'était pas uniquement centré sur l'athlète. Mais Bien bref, sûr. c'était un moment magnifique de partage parce qu'il habitait dans le 6e, dans un appartement magnifique, hein. Voilà, en rez-de-chaussée, et il travaillait sur son ordinateur avec ses clés USB, ses matières, et c'était vachement très impressionnant, hein, Ben, un c'est Bella. Bella, toujours avec Grand nous. moment, mais justement, Jean-Philippe, tu fais bien d'en parler parce que il était extrêmement heureux d'avoir participé à nouveau à ce scénario, de faire des recherches parce qu'il avait des quantités de documents sur ITER, sur plein et vraiment, pour lui, ça a été une période extrêmement positive parce qu'il faut quand même pas oublier que c'était tout de même un grand. C'était un réalisateur et en plus un directeur de production. Il a travaillé sur des grands films comme Grand Prix, comme Wesley ou Pussycat, etc. Donc, se replonger, pour lui, ça a été un vrai bonheur, Jean-Philippe, vraiment. Oui, non, mais c'est vrai. Et toujours finalement avec ce dénominateur commun dans toute sa démarche, dans ces 40 dernières années, la transmission. C'est éclairer le Mais passé, oui, voilà, bien sûr. le judo espagnol, l'histoire Et puis- des Juifs, la Shoah. Ouais. C'est tout cela qui C'est ça qui qui est très le, émouvant. Ouais. voilà, c'est ça qui le caractérisait en fait. Hein. Ouais. Et il avait une Ouais. élégance, hein. On peut dire toujours cette distinction, cette allure, ce petit pas de retrait, toujours un peu cette forme de gêne Tout à fait. qu'il y Il avait. avait son sourire toujours Ouais. en coin. Toujours. Ouais. Et de contrôler un peu ses émotions qui étaient profondes mais plus ancrées. C'était Bien pas un sûr. extraverti, mais c'était quelqu'un d'une grande valeur humaine, professionnelle. C'est une belle rencontre. Hein, c'est Moi, j'aimerais magnifique. bien aussi qu'on puisse voir le film. Ah, mais Jean-Philippe. mais écoute, je vais. Mais j'organise des projections. On peut faire une projection, vrai Jean-Philippe, un jour, non? Bah, Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, j'organise et peut-être que je pourrais même l'organiser dans des écoles juives parce que je fais des projections partout. Et avec les Jeux Olympiques en 2024, j'ai fait plein de projections dans plein de collèges, Ah, des lycées. génial, hein, je Oui, savais absolument. pas. Sur deux versions, une version longue, une version courte. Et dedans, dans le film d'ailleurs, je raconte ce qui se passe en 72 avec le drame de l'équipe israélienne. Mais bien sûr. Puisque je raconte les parcours de ces champions et championnes qui ont marqué l'histoire de ce sport durant les Jeux Olympiques. Donc Eh voilà. bien, on bâtit des projets dans le studio de Radio J, c'est génial. Bella, on t'embrasse très fort. Merci beaucoup pour ce bel hommage à ton ami Enrico Isacco qui nous manque déjà et dont on va pouvoir retrouver les reportages, les enregistrements. Donc soit à la bibliothèque de l'AIU, à la bibliothèque du Mage et
dans d'autres lieux? Un petit peu partout, oui, en Israël également. En Israël également. Jean-Philippe, à très très vite. Merci. Voilà. Au revoir, Madame Lustig. Et puis, on termine. Merci beaucoup. On termine en Je suis musique. tellement heureuse de rendre hommage quand même à Il c'était mon fallait. meilleur ami, avec qui on partageait tant d'idées. Alors, Bella, on va terminer avec un chanteur que Enrico Isacco adorait, et nous aussi, Yehoram Gaon, et c'est sa version de Los Bilbilicos. Bonne journée, au revoir. Merci. Los bilbilicos cantan, sospiran del amor. Los bilbilicos cantan, sospiran del amor. Y la pasión me mata mucho a mi dolor, y la pasión me mata mucho a mi dolor. Radio J. Nous n'avons jamais eu autant besoin de sens. Radio J. La rentrée approche et les inscriptions au Talmud Torah de GEM sont ouvertes. Plus de 500 enfants, 40 enseignants, 4 centres à Paris et un centre en distanciel. Un Talmud Torah égalitaire où filles et garçons apprennent et célèbrent ensemble dès 4 ans avec le GAN jusqu'à la Bar Bat Mitzvah. 2 cursus en 5 ou 3 ans. Cette année, découvrez notre nouveau programme autour des fêtes juives. Pour inscrire votre enfant, rendez-vous sur judaïsmemenmouvement.org. 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 Élie Korchia, président du Consistoire de France. Venez vivre avec nous Yom Rashi, la journée du judaïsme français, dimanche 28 juin à l'espace Argence de Troyes. Au programme, un kollel éphémère avec des enseignements exclusifs sur Rashi, une conférence sur la cuisine juive de Rashi à nos jours, une librairie éphémère avec séance de dédicaces et une grande table ronde sur le peuple juif, peuple du livre. Enfin, un concert exceptionnel de clôture de Michel Jonas. Un événement organisé par le Consistoire de France et la Maison Rachi. Du 14 au 29 juin, le Festival des cultures juives marque son tempo. Concerts, rencontres, théâtres, expos, visites.